En attendant, on n'est pas content. Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume. On en a déjà vu beaucoup des images comme ça. Madame, je ne suis pas le Père Noël. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Demain? Emmanuel Macron semble apprécier ces confrontations. Elles tournent habituellement au dialogue de sourds, entre un officiel calme et poli et un prolo braillard qui ne veut rien entendre. Comme il y a quelques semaines avec les salariés de Whirlpool, Emmanuel Macron décide d'aller discuter avec les ouvriers de l'usine GMES. Mais lui, il est bon pour retourner les gens, du moins apaiser leur colère. Donc voilà, je vous demande cet effort, un peu de patience. Donc je sais que ça râle. Hormis dans les cas où son mépris de classe se donne trop à voir, c'est-à-dire presque toujours, il parvient à calmer par une petite voix douce, mise au service d'une fermeté, d'un volontarisme, je fais ce que j'ai dit, et d'une connaissance des dossiers. Alors je sais pas comment vous réagissez, mais moi j'hésite. J'oscille entre la jubilation de voir ces gens lui rentrer dedans, l'empathie avec les difficultés ou les injustices énoncées, mais aussi un certain malaise causé par le déséquilibre entre l'individu ordinaire, souvent maladroit dans le choix de ses mots, énervé, vite à court d'arguments, et le flegme du politique, qui répond calmement, entouré de ses caméras, garde du corps et courtisan cravaté. Je vous promets qu'on fera le maximum. Ce ne sont sans doute pas les meilleures occasions pour lancer une délibération politique sereine. Si l'on appelle politique l'organisation et l'institutionnalisation de la conflictualité, là on assiste plutôt au spectacle de la conflictualité pure, où aucun compromis, aucune véritable rencontre n'est possible. On cherche seulement à ne pas perdre la face devant les caméras, en tenant tête à son interlocuteur. De l'argent, il y en a dans le pays. Mais, De l'argent, il y en a. oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public. Pourtant, dans notre vie politique française, il y a bien un problème, et ces scènes semblent être la matérialisation du fameux sentiment de ne pas être écouté. Là, vous nous avez vraiment pompé. Du sentiment que les politiques ne se préoccupent pas des problèmes des Français ordinaires. Un très fort sentiment d'une distance qui est toujours considérable pour les Français entre eux et le monde de la politique. Une écrasante majorité, 85%, considère que les hommes politiques ne se préoccupent pas de ce qu'ils pensent. Alors pour donner aux Français le sentiment d'être entendus, la télévision a trouvé la solution. Faire se rencontrer les gens de pouvoir et les gens ordinaires dans des émissions dédiées, qui trancheraient avec les habituelles émissions de débat entre politiques, journalistes et pseudo-experts. Les médias croient ainsi répondre à une demande de l'opinion, qui se sentirait dépossédée de sa parole. Aujourd'hui, nous nous entretiendrons de certains aspects de la vie quotidienne des Français. Et j'ai sollicité à cet effet Madame Jacqueline Cessillon, employée dans un centre de jeunes travailleurs, et sa fille Martine, étudiante. Waouh, la pêche. Mais pas exactement ce qui nous intéresse. Là, les vrais Français sont en fait de mèche avec le candidat. Je pense plutôt à des vrais Français. N'est-ce pas? Comme ici, en 2012, dans Parole de candidat. Le principe de notre émission est simple, permettre aux Français d'interpeller directement les candidats à l'élection présidentielle. Dans quelques émissions, c'est le président en fonction lui-même qui se plie à l'exercice. Et c'est un exercice inédit pour vous, puisque depuis que vous êtes président de la République, vous n'avez jamais rencontré face à face, en direct à la télévision, des Français. Enfin, qui se plie. En réalité, c'est toujours corrélé à une séquence politique désastreuse pour la popularité du président. Ce sont donc des émissions proposées par son service de communication pour remonter sa cote auprès de l'opinion publique. 2010, Parole de français avec Sarkozy, 2011, pareil avec Sarkozy, 2014, En direct avec les Français avec Hollande, 2016, Dialogue citoyen avec Hollande. Mais la première de l'ère contemporaine, et celle dont je me souviens très bien, parce que j'avais tout de suite eu à l'époque l'intuition de la foirade monumentale, c'était celle où Chirac s'était mis en tête de rassurer pour défendre le camp du oui au référendum de 2005. L'entrée en campagne de Jacques Chirac lors d'un débat télévisé face aux jeunes, un plaidoyer pour le oui à la Constitution européenne, l'avenir dira si le chef de l'État a convaincu. On a donc un président ou un candidat, des monsieur ou madame tout le monde, et un ou des journalistes pour animer ou poser des questions dans des parties dédiées au début de l'émission. Que dire de ces émissions à part se lancer dans des discours pas vraiment passionnants de communication politique et d'effets sur les cotes de popularité? On demandera, remplissent-elles leurs promesses? Peut-on les considérer comme des lieux où se met en place un véritable débat? Y a-t-il de l'information qui circule? Y a-t-il une contestation intéressante du pouvoir? Faisons les choses dans l'ordre. D'abord, qui sont ces participants, ces vrais Français ordinaires de la vraie vie vécue? Ils sont 11 et je vous explique comment on les a choisis, c'est ça qui est très nouveau dans ce type d'édition. Eh bien, il y a deux méthodes principales. Soit le combo doigt mouillé plus personnes déjà passées dans les reportages, et on sélectionne ainsi 11, 10 ou 4 Français.
Ils ont déjà témoigné dans nos reportages à la rédaction de TF1. Soit l'échantillon représentatif, façon sondage. On met sur le plateau la France en petit, par des méthodes de réduction statistique. Par exemple, lors du débat avec Chirac en 2005, on a 83 jeunes âgés de 18 à 30 ans, avec une distribution de propriétés socioprofessionnelles et démographiques respectée. Et je suis homosexuel. Et je suis homosexuel. Ah oui. Mais c'était déjà cette méthode qui avait été employée lors de la toute première de ces émissions Face aux Français. Avec de simples citoyens, choisis scientifiquement pour représenter de façon rigoureuse, du moins le croyons-nous, l'ensemble de la population française, dans sa diversité d'âge, d'activités professionnelles, de situations sociales et d'opinions politiques. Ces Français sont donc choisis pour leur représentativité, soit des grandes problématiques du moment, qui ont déjà fait l'objet d'un traitement médiatique, soit par une méthodologie dite scientifique, celle des sondages. S'organise alors une sorte de démocratie que l'on pourrait appeler d'interpellation. Ceux qui vont vous interpeller, vous questionner à présent, Monsieur le Président, ne sont pas des journalistes. Ni tout à fait directs, puisqu'il s'agit bien de s'adresser à un représentant, de lui faire parvenir des demandes, ni tout à fait représentatives, puisque c'est monsieur et madame tout le monde qui prennent la parole. Il n'y a pas de journalistes, pas d'intello qui théorisent, pas de syndicats, pas de partis politiques, pas de porte-parole. Ce sont directement les Français qui interpellent. C'est nouveau, une émission inédite où les Français qui sont autour de moi ont envie de dire les choses en face, je l'espère en tout cas au président de la République. Ils exposent à la femme ou à l'homme de pouvoir les conséquences de ces politiques sur leur vie, ou lui soumettent de nouveaux problèmes qui mériteraient une intervention de la puissance publique ou une réforme législative. Comment vous allez faire pour me redonner confiance et de faire que recruter ne soit plus un risque en France? Alors comment notre Français ordinaire va-t-il s'y prendre? En exposant son cas personnel, il plaide sa cause, il la fait valoir et veut montrer que c'est un problème important, sur lequel il est légitime de se pencher. Il doit persuader le président ou le candidat que son cas regarde la collectivité, la loi, la nation tout entière. Quelles vont être les conséquences du protectionnisme que vous prônez sur des entreprises comme la mienne? Le politique, lui, a à cœur de montrer que la politique qu'il mène ou entend mener n'est pas mise en difficulté par ce cas particulier. Il va expliquer que ce cas confirme ce qu'il pense. Les mesures que je vais mettre en œuvre vont améliorer vos capacités d'exportation. Ou alors il va chercher à montrer que la personne qu'il a en face de lui a une mauvaise interprétation de son propre problème. C'est non pas essayer de vous convaincre seulement, c'est de vous donner des informations qui peuvent vous faire changer un moment le choix que vous avez fait. Il peut y avoir des accords, et c'est souvent le cas. L'entretien peut alors se dérouler soit dans un style délibératif, et alors on discute et on cherche à construire ensemble une solution, ou du moins on fait semblant. Vous m'offrez une conclusion très intéressante pour moi. Vous savez que j'ai défendu cette semaine l'idée d'une social économie pour le pays. Soit au contraire prendre un tour que les anciens diraient héristique, c'est-à-dire la querelle, la dispute. C'est important par moment, il faut que nous puissions, même si on est malade, de ne pas aller vers le remède qui, si je puis dire, est pire que le mal. Mais ça, c'est notre responsabilité. On peut souvent guérir le mal par le mal. Bien sûr, sur ce terrain, la lutte est déséquilibrée. Difficile de rivaliser avec des professionnels de la parole. Les capacités rhétoriques sont inégalement distribuées. Comment expliquer Or, la capacité à faire valoir son point de vue ne dépend pas seulement de la qualité intrinsèque de ses idées. Mais ces défauts peuvent être surmontés, à l'image de ce syndicaliste qui nous avait asticoté notre Sarko bien comme il faut. Le plan de soutien à l'industrie automobile que nous avons mis en œuvre cette année a sauvé l'industrie automobile française. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord. C'est trop simpliste que de présenter les choses telles que celles-là. Peut-être un peu trop du reste, puisque Sarkozy joue à la carte de la politesse. Monsieur le maire, soit on échange entre citoyens, soit on n'échange pas. Non, mais vous évoquez un certain nombre de points, je suis en droit également d'en évoquer d'autres. Laissez parler les autres, monsieur Domenech, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Non, l'obstacle majeur n'est pas là, il est structurel. Il réside dans le fait que le point de vue du citoyen ordinaire est frappé d'une sorte de malus. En effet, son point de vue est a priori considéré comme partiel, alors que le politique peut livrer une vue d'ensemble. Je voudrais essayer au travers de votre société expliquer ce qui arrive à beaucoup d'autres sociétés, c'est le problème de la monnaie trop forte. Ce déséquilibre est structurel, c'est-à-dire qu'il affecte les joueurs avant même qu'ils ne se mettent à jouer. Le citoyen ordinaire est là pour parler de son cas, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Et cela va, dans le débat, doter le politique de ressources argumentatives considérablement supérieures à celles du profane.
Je suis président de la République, réceptacle de tant de demandes. Je dois dire aux Français aussi, soyons reconnaissants à notre pays. C'est souvent ce que les commentateurs reprochent à ces émissions, et ça peut se comprendre. Elles semblent moins être des émissions politiques, où l'on discute de problèmes éminemment publics, de grandes orientations, que des recueils de misères particulières, des cahiers de doléances télévisuels où chacun vient témoigner de son petit problème. Et entendre les Français se plaindre, bah c'est chiant. Et quand les questions viennent, elles sont souvent très concrètes, trop peut-être, comme celle d'Ève, qui veut savoir si son diplôme d'avocat est reconnu en Europe. Je suis jeune avocate. On risque alors le dialogue de sourds, le profane qui s'embourbe dans la narration de son cas personnel, et le politique qui se réfugie dans les chiffres et la langue de bois complètement abstraite. Est-ce qu'on a plus d'emplois, plus de croissance? On vit dans un monde ouvert. On ne vit pas dans un monde fermé. En disqualifiant le cas trop singulier, au motif que dans l'espace public, nous ne pouvons fonder nos argumentations sur le cas trop singulier, ou le registre du ressenti. Voici un cas intéressant. Je me démène dans le bénévolat, je cours après tous les contrats, je paye une taxe d'habitation, je paye de l'EDF, je paye du loyer. Enfin, il faut toujours que je sois présente. Mais j'aimerais qu'on me dise à quel moment je peux me souffler un peu et m'arrêter. Alors, sur la recherche d'emploi, madame, Voilà. et sur les règles d'indemnisation, est-ce que... Vous peut-être pas, mais Jean-François Copé doit s'en souvenir de son bolossage en règle par la fameuse chômeuse alsacienne. Elle est au chômage et expérimente toutes sortes de misères, et il interpelle sur sa situation. Bon, Pujadas essaye de cadrer, mais elle digresse, elle raconte sa vie. Mais justement, sa vie, c'est le sujet. Il faut faire voir à ces gens de pouvoir ce qu'ils font concrètement subir aux gens, par leurs décisions ou par leur inaction. Ce que vous dites, madame, je le comprends d'autant plus que, étant maire d'une ville... Vous ne pouvez pas le comprendre, excusez-moi, parce que quand on survit avec 470 € par mois, c'est... Évidemment qu'il ne le sait pas. Alors là, c'est important parce qu'elle coince Copé. Elle ne dit pas seulement « Savez-vous qu'il y a des gens qui vivent avec le RSA ?» mais savez-vous l'effet que ça fait? Autrement dit, elle porte l'argumentation sur le terrain du vécu. Il ne s'agit pas seulement là d'une situation personnelle, qui peut être décrite, racontée, et dont on peut prendre connaissance en regardant des statistiques. Mais il s'agit d'une expérience subjective, un ressenti, l'effet que ça fait d'être chômeur. Personne ne peut comprendre mieux que moi, il faut le vivre. Donc moi, j'invite M. Copé, s'il veut, il vient une semaine à Peugeot avec mon fils, il va voir comment on se débrouille à Peugeot et s'il pensera réellement qu'on peut travailler jusqu'à 63 ans. C'est très puissant, parce que l'expérience en première personne est incontestable par un tiers. Sauf à accuser l'autre de mentir, ou de risquer de passer pour inhumain en dénonçant dans ce procédé un appel à l'émotion. Mais c'est aussi une position fragile, car si un témoignage le met en difficulté, le politique peut s'en sortir de deux manières. Soit en montant en généralité, ou en employant un jargon technocratique, voire en faisant de la langue de bois. Je vais vous dire, c'est extrêmement frustrant pour moi, parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, parce que je vous sens super énervé, ce que je comprends. En plus, vous êtes venu toute la journée depuis Mulhouse, mais il faut qu'on parle quand même un peu du fond. Allez-y, peut-être sur la question de la dégressivité, Jean. Bon, mais le politique se sait attendu sur ce point. Il doit se montrer proche des Français. Mais il peut aussi contrer le témoignage individuel en restant, lui aussi, au cas singulier, mais en opérant un renversement démagogique via une rhétorique compassionnelle qui enferme dans l'individuel et la charité, alors que la demande est peut-être politique, c'est-à-dire porteuse d'une exigence de justice sociale réclamant une modification législative ou une transformation des institutions. Ce que Madame nous a dit, c'est effectivement le cri de C'est la colère parole qui absolue. remonte, hein, c'est voyez. le cri de colère Parole absolue. brute. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas réagi. Le témoin se retrouve alors face à un dilemme. Il faut bien passer par le récit d'expériences personnelles, voire de ressentis, de vécu, pour faire comprendre la situation des gens, leurs souffrances. Parce que peut-être que ces choses n'apparaissent pas dans les chiffres. Mais alors, il s'expose à ce que l'on balaye son point de vue comme n'étant qu'un témoignage, ne portant pas de revendications politiques. Des questions souvent éloignées de la Constitution européenne, elles exprimaient avant tout un malaise. Soit se risquer à aller lui-même sur le terrain de la généralité, mais c'est évidemment celui où le politique est supérieur, puisqu'il peut jouer sur le savoir technocratique, des chiffres, des données macroéconomiques. Voilà donc le problème. La force argumentative de l'expérience personnelle est aussi rapidement une faiblesse, et être cantonné à ce rôle par le dispositif de l'émission vous affaiblit politiquement. C'est le syndrome du « merci pour votre témoignage, c'était très émouvant, mais passons à la suite ». Merci Madame Maurer pour ce désolée, témoignage. je voulais Vous n'avez pas à être aider. désolé, c'est un témoignage très intéressant. Tout le monde vous a écouté, Jean-François Copé. Cependant, dire que les invités profanes se cantonnent au registre du cas personnel serait faire un mauvais procès. En réalité, chacun cherche à sa manière à montrer que son cas est répandu, concerne tout un secteur, ou peut potentiellement toucher d'autres personnes, etc.
Ainsi, Acrimed note que sur les 3 émissions de la série J'ai une question à vous poser, en 2007, seuls 15% des questions ne concernaient que des situations strictement personnelles. À travers l'évocation de leur cas singulier, ils cherchent à s'élever au plan politique, celui où l'on débat des problèmes publics. Ils adoptent en grande majorité ce que l'on pourrait appeler une stratégie de désingularisation de leur cas. Donc il faut faire une distinction entre ce qui se passe réellement durant ces émissions et ce que le dispositif avait prévu. Cette distribution de rôles, à l'invité le témoignage, l'expérience concrète, aux journalistes la reformulation dans les termes qui sont ceux du débat public, et aux politiques la réflexion politique. Prenez l'entretien entre Sarkozy et Thibaut Bacca en 2012. Vous venez de Villiers-le-Bel, vous avez 29 ans et vous avez créé un cabinet de recrutement en 2008. En 2008, et je suis également auteur du livre Le Bon Lieu. Symptomatique des contraintes que le dispositif fait peser sur l'intervenant. Thibaut a la bonne méthode, il donne à son intervention une portée politique, puisqu'il vient débattre avec Sarkozy de l'image que celui-ci donne de la banlieue en général. Des gens qui vivent sur le dos de l'État, c'est la délinquance, c'est la violence, c'est toujours le côté négatif. J'ai jamais vu, surtout vous, M. Sarkozy, c'est pour ça que j'ai fait cette émission, je vous ai jamais entendu valoriser la banlieue. Et lui reproche le caractère purement cosmétique de ses politiques dans ce domaine. On ne peut pas mettre uniquement des coups de peinture sur nos immeubles pour dire qu'on s'occupe de la banlieue. Aujourd'hui, le problème en banlieue, c'est l'emploi. Ma question, c'est comment Il désingularise son témoignage en évoquant l'intérêt pour la communauté nationale. Des gens talentueux sont empêchés par les discriminations. Qui ont envie de faire avancer la France. Mais ces jeunes-là, vous leur faites pas confiance. Mais Sarkozy le coince en disant que Thibaut connaît peut-être bien la vie en banlieue, mais que lui doit s'occuper de la vie de tout le monde. Et va opposer les ruraux aux banlieusards. Dans certains villages de la ruralité, dans certaines villes où ils n'arrivent pas à trouver un médecin, où on ferme une école, où ils n'en peuvent plus parce qu'ils se sentent mourir. Vous savez ce qu'ils me disent? Arrêtez de tout donner au quartier et pensez un peu à nous. Justement. Alors, donc je suis d'accord président de la République, réceptacle de tant de demandes. Et se place donc en position de surplomb. Bon, puis après c'est un festival, hein. Sarko dégaine la République. Je peux comprendre votre colère, mais on ne joue pas avec la République et on ne joue pas avec la France. Terme ici complètement vidé de toute signification précise, mais permettant de mettre fin de manière déloyale à la discussion. C'est l'emploi. Enfin, l'animateur intervient pour stopper l'échange, alors que Thibaut aurait pu répliquer. Parce que ce discours-là, je le connais. Non, vous le connaissez. C'est du réchauffé, monsieur le Président. On voit qu'il a envie de discuter des rapports entre sa position particulière et le reste de la collectivité. Mais il est ramené à ce pourquoi il a été convoqué, représenter la banlieue. Tout se passe comme si le dispositif de l'émission lui interdisait de sortir de son rôle, celui de témoin, et réservait la montée dans les généralités politiques à l'homme politique et un peu aux journalistes. Ce passage est assez révélateur de ces émissions. Elles ne mettent jamais vraiment le pouvoir en difficulté. Certaines sont plus intéressantes, notamment quand elles permettent un long débat avec un nombre restreint d'intervenants, mais d'autres sont presque caricaturales, et j'y vois seulement un politique dérouler son programme, avec la participation de quasi-figurants, réduits au rôle que le dispositif leur réserve. Exactement comme les personnages non-joueurs dans les jeux vidéo, ils donnent la réplique. Bon alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien je crois qu'on peut en tirer une leçon de philosophie politique. On a vu que dans ces émissions, le citoyen ordinaire se voyait fragilisé. Autrement dit, sa légitimité, son autorité se réduisait au cas pour lequel il était convoqué. Mais rien de plus. Et sur lui pesait toujours le soupçon de ne représenter finalement que lui-même. Ce qui affaiblit son point de vue. En effet, il ne représente pas un groupe réel, institutionnel, comme un syndicat, une association, une entreprise, etc. La parole d'un tel représentant jouirait d'un certain poids, car il parlerait au nom de ceux qui le représentent. Et on supposerait que l'opinion qu'il défend est le fruit d'une délibération interne au sein du groupe. On connaîtrait, par l'intermédiaire du mandataire délégué, la volonté de ses mandants. Or, c'est précisément sur la méfiance de tels dispositifs de représentation, de délégation, que se construit la pertinence de telles émissions, puisqu'elles cherchent à organiser un dialogue direct entre les simples citoyens atomisés, indépendants, et le pouvoir. Donc, en ce sens, ces émissions chercheraient à mettre en scène une certaine forme de démocratie directe, en tout cas ça en inspirerait. S'ils ne représentent pas une organisation, on pourrait cependant dire qu'ils représentent un groupe fictif, statistique, c'est-à-dire l'ensemble des gens ayant des propriétés similaires à lui. Les futurs électeurs du Front National, les agriculteurs, les personnes souffrant de tel handicap, etc. On devrait alors entendre la représentation au sens où l'on parle d'un échantillon représentatif dans un sondage. Il parlerait au nom de toute une catégorie. Comment peut-on faire? D'autres retraités sont comme moi. Il y a beaucoup de retraités qui sont dans la situation de M. Berthelot.
Que peut leur dire le président de la République ce soir sur cette faiblesse des pensions souvent? Mais qui choisit de quelle catégorie parlera l'émission? Et qui choisit de quelle catégorie les invités seront les représentants? Et de même, qui choisit les problématiques dont ces invités seront les illustrations? Il y a un problème avec ce type d'extrapolation ou de généralisation non contrôlée. Non contrôlée par la science, par un sociologue par exemple, ou par l'opinion d'un groupe réel, la parole d'un porte-parole par exemple. Le type de problème que l'on peut rencontrer, c'est que l'on risque d'être confronté à ce que les sociologues appellent des effets d'imposition de problématiques. C'est-à-dire que, comme dans un micro-trottoir ou dans un sondage, l'individu peut être amené à être questionné sur des sujets sur lesquels il n'a jamais réfléchi, sur des problèmes qu'il ne s'est jamais posés, ou même sur des sujets qu'il connaît bien, pour lesquels il a été invité, il peut être amené à les aborder sous un angle qui n'était pas du tout le sien. Et ainsi, il me semble que le dispositif de ces émissions, le fait que dans certaines il n'y ait que 4 intervenants, et donc que 4 grandes thématiques qui sont abordées, mais aussi les différentes interactions pendant les interviews, pendant les entretiens, le fait qu'il y ait des questions-réponses un peu orientées, même parfois les interruptions des journalistes. Qui n'a pas droit aux bourses, qui n'a pas droit à la cantine non plus. En résumé, les classes moyennes, les oubliés des réformes, voilà. Monsieur le Président. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Voilà. On a reçu beaucoup de témoignages sur Internet aussi. Tout concourt à faire que les témoignages des individus sont cadrés. Et cadrés de telle manière que les intervenants n'apparaissent que comme des illustrations des grandes problématiques du moment qui se posent déjà dans le débat public, et telles qu'elles se posent déjà dans le débat public. Je trouve ça inadmissible. Au fond, monsieur, si on résume un peu ce que vous dites, vous trouvez que finalement on fait la part trop belle aux immigrés par rapport aux Français qu'avez-vous à répondre? On a l'impression que le dispositif fait de l'intervenant une sorte de panéliste, malgré ses efforts pour essayer d'imposer sa propre vision de la problématique sur laquelle il est amené à s'exprimer. Jean-Georges Berthelou vient parler du montant minuscule de sa pension, en raison d'un parcours professionnel compliqué. Là, il explique ce qui l'empêcha de cotiser. Lorsqu'il était artisan en sous-traitance, son entreprise a fait faillite à cause du donneur d'ordre. Bon. Non, mais c'est-à-dire que c'est surprenant quand vous avez une grosse entreprise qui vous coule et qu'on ne peut pas la poursuivre. Moi, quand je demandais au liquidateur judiciaire, ça, c'est autre chose, monsieur Berthelot. Non, mais si, c'est pas... Je voudrais Monsieur le Président, on va arriver presque au terme de cette émission. Les retraites, en un mot, ce sera... Alors voilà, on pourrait penser que ces émissions sont un moyen plus fiable de connaître la volonté du peuple, de savoir ce que veulent les individus, parce qu'on aurait accès à leurs paroles brutes, non altérées par leur appartenance à un groupe quelconque, à une organisation ou à un parti. Notamment parce que nous pensons que l'individu, nous tout simplement, nous avons une connaissance immédiate, spontanée et clairvoyante de nos intérêts, et de ce qu'il faut faire pour les satisfaire. Mais nous nous apercevons, si nous adhérons à l'analyse que j'ai faite de ces émissions, que la parole des individus est en fait constamment menacée par tous les cadrages, distribution de rôles ou manipulations de toutes sortes, et que son autorité, sa légitimité est sans arrêt fragilisée. Nous critiquions la démocratie représentative et ses processus de délégation comme des lieux d'aliénation, de captation de la parole, et nous avions raison en partie. Mais si l'on regarde bien, ces individus pulvérisés, atomisés, indépendants, quel poids ont-ils réellement face au pouvoir? Ces médias proposent ces émissions comme des réponses à notre contexte de méfiance, de désaffection politique, de désertion des syndicats ou des partis. Mais en mettant ainsi en scène une marginalisation de l'expression des forces collectives, ces médias renforcent paradoxalement la supériorité politique du représentant, seul apte in fine à interpréter politiquement des témoignages, des messages d'individus pulvérisés, non affiliés, indépendants et atomisés. Ces émissions présentent une image de ce que serait une démocratie qui réduirait l'expression du peuple à la seule consultation des individus par des voies analogues à celles des sondages. Alors j'en tire la leçon suivante: si nous voulons construire un concept de démocratie directe qui tienne la route, c'est-à-dire capable d'affronter la question du pouvoir, eh bien nous ne devons pas prendre pour modèle le sondage ni le référendum permanent. Là, vous nous avez vraiment pompé. Mais je l'assume.